En décembre 2025, une lettre renverse l'échiquier sahélien. En moins de 24 heures, la Guinée-Bissau rompt avec la CEDEAO, se tourne vers l'Alliance des États du Sahel et transforme une crise politique en bascule logistique, route intérieure prolongée, port de Bissau réhabilité, délais raccourcis, coûts discutés, prix des marchés, emplois attendus et une souveraineté mesurée en chantier plutôt qu'en slogan, avec un nouvel équilibre de sécurité qui oblige chancellerie, entreprises et habitants à recalculer leur pari. Que change cela pour vous si Ibrahim Traoré a raison? Le désert touche enfin l'Atlantique, durablement. Cette séquence promet une lecture précise, sans slogan ni raccourci. Il s'agit de comprendre ce que vaut une souveraineté lorsqu'elle s'exprime par des routes, des ports et des flux plutôt que par des déclarations. Concrètement, l'objectif pour le lecteur est de mesurer des effets concrets, pas des intentions politiques. À travers le cas de la Guinée-Bissau et de son basculement vers l'Alliance des États du Sahel, l'enjeu consiste à identifier ce qui change réellement pour les États enclavés, pour les économies locales et pour les équilibres régionaux hérités. L'analyse pose aussi des risques explicites. Une rupture institutionnelle peut fragiliser les échanges, provoquer des tensions diplomatiques ou créer de nouvelles dépendances. Mais elle peut également ouvrir des marges de manœuvre inédites lorsque l'infrastructure précède la négociation. Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette ligne. L'indépendance n'est crédible que si elle repose sur des capacités matérielles déjà financées et utilisées. La question centrale devient alors opérationnelle. Ce basculement constitue-t-il une trajectoire durable ou un pari instable? C'est cette équation, entre promesses tangibles et risques systémiques, que la suite va examiner pas à pas. En 2 ans, plus de 5000 km de routes ont été construits au Burkina Faso. Ce volume, inédit pour un État sahélien sans accès maritime, sert de clé de lecture au basculement opéré par la Guinée-Bissau et à l'interprétation qu'en fait Ibrahim Traoré. Le chiffre n'est pas un slogan, il matérialise un passage d'une souveraineté proclamée à une souveraineté opérée. Ce mini-révélateur éclaire le contexte. La sortie de la Guinée-Bissau de la CEDEAO ne surgit pas dans un vide politique. Elle s'inscrit dans une accumulation de tensions, de sanctions et de désaccords sur la nature même de l'intégration régionale. Progressivement, pour plusieurs régimes sahéliens, les cadres institutionnels hérités ont cessé d'être perçus comme des outils de coopération pour devenir des mécanismes de contrainte. Le retrait agit alors comme un accélérateur, pas comme un point de départ. Quelques semaines avant l'annonce officielle, les signaux étaient visibles. Les négociations traînaient, les suspensions s'additionnaient et les discours sur la souveraineté gagnaient en netteté. Dans ses interventions publiques, Ibrahim Traoré insistait sur une idée simple, sans capacité matérielle. La souveraineté reste un mot creux. Cette approche prend un relief particulier lorsqu'on observe des investissements réalisés sans nouveaux prêts extérieurs financés et exécutés localement. Dans ce contexte, l'accès potentiel à l'Atlantique change d'échelle. Pour le Mali, le Niger et le Burkina Faso, il ne s'agit plus seulement d'un symbole politique, mais d'une continuité logistique entre routes intérieures et façades maritimes. La géographie, longtemps perçue comme une contrainte immuable, devient un levier stratégique. Ce déplacement rappelle, pour certains analystes, les dynamiques des années 1960, lorsque les indépendances se répondaient d'une capitale à l'autre. La différence tient à la méthode. Ici, l'infrastructure précède la revendication. Ibrahim Traoré apparaît alors non comme l'unique moteur de la séquence, mais comme une boussole idéologique. Il incarne une cohérence entre discours et chantier qui rend la rupture crédible et observable. Pour comprendre ce que cette recomposition produit réellement, il faut désormais quitter les sommets diplomatiques et regarder le terrain. À ce stade, la recomposition cesse d'être abstraite et prend un visage concret. Le fil conducteur n'est pas un chef d'État isolé, mais une méthode incarnée par des acteurs multiples, visibles sur le terrain. Ibrahim Traoré joue ici le rôle de référentiel politique, pas de metteur en scène omniprésent. Son influence se lit moins dans des annonces que dans la manière dont certaines priorités sont traduites en chantier. À Bissau, près du port, les discussions portent rarement sur les traités. Elles se concentrent sur les travaux annoncés, les tronçons routiers testés
et les emplois attendus. Des équipes mixtes composées d'ouvriers guinéens et de techniciens venus du Burkina Faso interviennent sur des segments pilotes. Ce détail compte. Il montre comment une alliance politique commence à produire des effets pratiques avant même que les flux commerciaux ne soient pleinement opérationnels. Un repère revient dans les conversations locales, le plan dit Bisso-Bullet 2026. Route côtière, quais réhabilités, circulation facilitée entre zones rurales et façades maritimes. Rien de spectaculaire isolément, mais une continuité lisible. Pour les acteurs de terrain, l'Alliance des États du Sahel n'est pas un slogan idéologique. Elle devient une promesse de continuité économique directement connectée aux routes intérieures construites sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Un autre signal apparaît rapidement. Des coopératives agricoles burkinabées commencent à anticiper des circuits d'exportation sans intermédiaires européens. Avant même que les cargaisons n'arrivent, les calculs de production et de stockage évoluent. Cette projection suffit à modifier les comportements, à ajuster les calendriers et à redéfinir les priorités locales. L'idée essentielle est que lorsque les infrastructures deviennent visibles, l'alliance change de nature. Elle cesse d'être une déclaration politique pour devenir une trajectoire vécue. Pendant des mois, tout se met en place sans bruit. Les relations entre la CEDEAO et les régimes sahéliens se tendent progressivement. Les sanctions s'accumulent, les suspensions institutionnelles se prolongent et les canaux diplomatiques se réduisent à des échanges formels. Cette phase d'activation reste peu visible, mais elle prépare le terrain. Les États du Sahel, déjà engagés dans une logique d'autofinancement et de construction interne, réévaluent leur dépendance aux cadres régionaux existants. Le mouvement est lent, méthodique, presque administratif. Un premier tournant survient à l'automne 2025. En novembre, un changement de pouvoir intervient en Guinée-Bissau. La réaction extérieure est immédiate, condamnation, menace de sanctions, suspension des mécanismes régionaux. Contrairement aux attentes, le nouveau régime ne cherche pas l'apaisement rapide. Il observe, mesure, temporise. Cette retenue n'est pas un signe d'hésitation, mais une lecture stratégique d'un rapport de force déjà en train de basculer. Dans cet intervalle, les signaux venus du Sahel se précisent. Ibrahim Traoré répète une ligne constante. La souveraineté n'est pas négociable lorsqu'elle repose sur des infrastructures déjà financées, déjà en service. Les routes construites au Burkina Faso ne sont plus des promesses, mais des capacités. Elles attendent un prolongement logique. La question n'est plus idéologique, elle devient opérationnelle. Le moment décisif arrive sans mise en scène. Une série de lettres officielles est envoyée simultanément aux chancelleries et aux instances régionales. En moins d'une journée, la Guinée-Bissau annonce son retrait total de la CEDEAO et son adhésion à l'Alliance des États du Sahel. L'effet est immédiat. À Abuja et à Accra, les téléphones s'affolent, des réunions d'urgence sont convoquées. Mais la décision est déjà verrouillée. Pour la première fois depuis des décennies, un État côtier quitte le dispositif régional historique pour rejoindre un bloc né au cœur du Sahel. Les conséquences se manifestent à plusieurs niveaux. Sur le plan diplomatique, la CEDEAO perd un membre stratégique, ce qui fragilise sa continuité géographique. Sur le plan symbolique, le geste agit comme une déclaration d'indépendance méthodique plutôt que comme un coup d'éclat. Pour le Mali, le Niger et le Burkina Faso, cette rupture signifie l'ouverture d'un débouché maritime longtemps considéré comme inaccessible. Dans les jours qui suivent, les réactions se multiplient. L'Union africaine appelle au dialogue. Les chancelleries occidentales expriment leurs préoccupations face à une recomposition régionale qui échappe à leurs leviers habituels. En parallèle, dans les rues de Bissau, la population célèbre la rupture comme une libération. Des drapeaux sahéliens apparaissent pendant les marchés, des slogans d'autonomie économique circulent. Ce contraste est révélateur. Là où les institutions parlent de risque, une partie des citoyens perçoit une opportunité. À ce stade, Ibrahim Traoré n'apparaît ni comme l'initiateur direct, ni comme un chef d'orchestre omniprésent. Il agit comme un catalyseur idéologique. Les routes construites sous son impulsion trouvent soudain un prolongement maritime crédible. Ce qui était perçu comme un espace enclavé commence à se transformer en axe stratégique continu. La séquence est enclenchée. La question n'est plus de savoir comment la rupture a eu lieu, mais jusqu'où ces répliques peuvent remodeler l'équilibre régional.
Le point de départ est mesurable. Un territoire enclavé dépend de corridors extérieurs coûteux et instables. Le point d'arrivée visé est différent, des routes internes connectées à un accès maritime contrôlé. Cet écart entre un niveau de base et un niveau cible structure la lecture défendue par Ibrahim Traoré. Il ne s'agit pas d'une promesse future, mais d'un différentiel déjà observable. D'abord, plus de 5000 km de routes ont été construits entre 2023 et 2025 au Burkina Faso. Ce volume représente près du double de ce qui avait été financé sur une décennie entière par des bailleurs multilatéraux. L'explication est simple. Financement interne et exécution accélérée réduisent les délais et les conditionnalités. La route cesse d'être un projet, elle devient une capacité immédiatement mobilisable. Ensuite, les importations alimentaires des pays de la CEDEAO ont atteint environ 2,4 milliards de dollars en 2024. Les États de l'Alliance des États du Sahel affirment pouvoir réduire cette dépendance de moitié d'ici 2030 grâce à l'intégration agricole et à la transformation locale. Cette projection n'est pas neutre. Chaque point de dépendance réduit, limite l'exposition aux chocs extérieurs et aux pressions commerciales. Puis, les revenus issus des ressources minières ont augmenté d'environ 35% en 2 ans, sans recours à de nouveaux prêts extérieurs. Ce chiffre suggère un déplacement de la création de valeur. La captation locale, combinée à des infrastructures maîtrisées, ouvre des marges budgétaires là où l'endettement constituait auparavant la norme. L'accès maritime amplifie ces écarts. Les services logistiques sahéliens estiment déjà des gains supérieurs à 25% sur les coûts de transport grâce à l'usage direct du port de Bissau. Chaque point gagné réduit la dépendance aux intermédiaires et renforce la compétitivité des exportations de coton, d'or et de bétail. Les données deviennent alors un argument politique. Pour Ibrahim Traoré, ces chiffres forment ce qu'il appelle un écart souverain, la distance concrète entre un système d'assistance et un système de production. Les critiques évoquent des risques de surchauffe ou d'isolement, mais la comparaison des trajectoires montre une constante. Plus l'investissement est endogène, moins l'exposition aux conditionnalités extérieures est forte. La faisabilité n'est plus la question centrale, la durabilité devient l'enjeu. Les critiques de cette recomposition avancent 2 arguments majeurs. Le premier est économique. Selon plusieurs économistes africains, le retrait de la CEDEAO risquerait d'isoler la Guinée-Bissau et de compliquer ses échanges, alors que plus de 70% de ses exportations transitèrent jusque-là par des cadres régionaux régulés. Dans cette lecture, la souveraineté affichée pourrait se traduire par des coûts plus élevés, une perte d'attractivité pour les investissements étrangers et une exposition accrue aux chocs commerciaux. Le second argument porte sur la gouvernance. L'Alliance des États du Sahel regroupe des régimes issus de coups d'État, ce qui alimente la crainte d'une normalisation durable du pouvoir militaire. Les chancelleries occidentales soutiennent que cette configuration fragilise la confiance régionale et freine les processus démocratiques, en substituant l'efficacité apparente à la légitimité politique. Ces objections ne sont pas théoriques, elles s'appuient sur des précédents historiques où l'isolement institutionnel a conduit à une contraction économique et à de nouvelles dépendances. Les partisans du modèle sahélien opposent toutefois des éléments factuels récents. Ibrahim Traoré et ses homologues rappellent que plusieurs décennies d'intégration sous tutelle n'ont pas permis de réduire durablement la pauvreté ni la dépendance structurelle. A l'inverse, les données récentes montrent une hausse des revenus locaux, une baisse attendue des coûts logistiques et une mobilisation interne accrue autour des chantiers d'infrastructure. L'argument politique se déplace alors. La stabilité ne découlerait pas uniquement d'élections régulières, mais de la capacité d'un État à produire des résultats tangibles. Routes, ports et emplois deviennent des critères de légitimité observables. Le débat ne se résume plus à démocratie contre souveraineté. Il oppose 2 modèles de validation du pouvoir, la conformité institutionnelle et l'efficacité productive. La trajectoire sahélienne n'assure pas le succès, mais elle oblige à reconsidérer les certitudes établies. Et soudain, la géographie semble changer de camp. Ce basculement marque le véritable milieu de la séquence. Jusqu'ici, la rupture institutionnelle pouvait encore être interprétée comme réversible, soumise à des négociations ou à des compromis futurs.
Avec l'accès effectif au port de Bissau, une ligne est franchie. L'alliance cesse d'être uniquement politique, elle devient physique. Des routes intérieures rejoignent désormais une façade maritime utilisable, ce qui transforme une décision administrative en continuité opérationnelle. Ce détail modifie l'équation stratégique. Tant que les États sahéliens dépendaient de ports extérieurs contrôlés par d'autres cadres régionaux, chaque tension restait un levier potentiel contre eux. Désormais, chaque convoi qui atteint l'Atlantique réduit cette vulnérabilité. La rupture cesse d'être un geste symbolique. Elle s'ancre dans des usages répétés, visibles, difficiles à interrompre sans coût élevé pour toutes les parties. Pour Ibrahim Traoré, ce moment valide une intuition souvent répétée. L'indépendance devient robuste lorsqu'elle repose sur des infrastructures partagées plutôt que sur des déclarations. La souveraineté n'est plus une posture défensive, mais une capacité cumulative. Chaque trajet, chaque quai utilisé, chaque contrat logistique signé renforce l'ensemble. À partir de là, le débat change de nature. Il ne porte plus sur la légitimité du choix, mais sur ses conséquences concrètes. Le corridor atlantique transforme une contrainte géographique ancienne en avantage stratégique mesurable. La question devient alors simple. Qui devra désormais s'adapter à ce nouvel état de fait ? Les effets se matérialisent différemment selon les acteurs, mais ils convergent vers des changements observables. Pour les États, l'ouverture du corridor atlantique modifie la capacité de négociation. Disposer d'un accès maritime réduit la dépendance à des portières et renforce le poids collectif de l'Alliance des États du Sahel dans les discussions diplomatiques et commerciales. Chaque route connectée au port de Bissau devient un levier supplémentaire dans les rapports de force régionaux, un fait que souligne régulièrement Ibrahim Traoré lorsqu'il évoque une souveraineté mesurée par l'usage, non par l'intention. Pour les entreprises, l'impact est immédiat dans les calculs. Les producteurs de coton, d'or et de bétail anticipent des exportations sans intermédiaires européens avec des délais plus courts et des coûts logistiques en baisse. Des gains estimés à plus de 25% sur le transport modifient la rentabilité attendue. Cette perspective suffit à déclencher des ajustements. Contrats logistiques signés à Bissau, structuration de coopératives locales, investissements prudents mais ciblés sur les axes routiers. Pour les citoyens, les effets se listent dans le quotidien. À Bissau, les chantiers portuaires et routiers créent des emplois locaux, tandis que des techniciens sahéliens forment de jeunes ouvriers côtiers. Dans les marchés, la circulation plus fluide des produits venus de l'intérieur stabilise certains prix là où les routes sont praticables. La souveraineté prend ici la forme d'un revenu, d'un temps de transport réduit, d'une mobilité accrue. À l'échelle du quartier régional, enfin la recomposition est plus large. La CEDEAO voit son autorité affaiblie par la perte d'un membre côtier clé, tandis que d'autres États observent l'expérience avec attention. Les partenaires occidentaux doivent revoir leurs approches, les aides conditionnées ne suffisant plus à maintenir une influence stable. Ibrahim Traoré apparaît alors comme l'un des visages d'une réorientation qui dépasse le Sahel. Ses conséquences ne sont pas abstraites, elles redessinent les attentes et déplacent les centres de gravité. La question n'est plus de savoir si l'équilibre a changé, mais comment chacun va s'y adapter. Dans les 6 à 12 prochains mois, 3 trajectoires distinctes peuvent se dessiner, sans qu'aucune ne soit écrite d'avance. Une première possibilité est celle d'une coexistence prudente. La Guinée-Bissau consolide son appartenance à l'Alliance des États du Sahel sans rupture frontale supplémentaire avec la CEDEAO. Les flux commerciaux se réorganisent progressivement, l'usage du port de Bissau monte en charge par étapes et les discussions diplomatiques se poursuivent à bas bruit. Le corridor fonctionne partiellement, suffisamment pour stabiliser les échanges sans provoquer d'escalade politique. Une deuxième possibilité est celle d'une consolidation plus rapide. Les routes sahéliennes rejoignent durablement les infrastructures maritimes guinéennes, les coûts de transport baissent de manière visible et des projets communs émergent dans l'énergie, l'agrotransformation ou la logistique. Fort de ces résultats, Ibrahim Traoré pourrait proposer une coordination financière renforcée, comme un fonds souverain intersahélien dédié aux infrastructures. L'intégration cesse d'être défensive pour devenir proactive, et l'exemple attire d'autres partenaires africains. Une troisième possibilité est celle d'une montée des tensions.
des sanctions ciblées, des restrictions commerciales ou des blocages diplomatiques viennent tester la solidité du corridor. Chaque cargaison devient un enjeu géopolitique. Dans ce cas, la cohésion interne de l'Alliance des États du Sahel devient décisive. Sans coordination étroite, les gains initiaux risquent de s'éroder rapidement. Ces trajectoires peuvent donc se succéder ou se combiner selon les choix opérés. La variable clé reste la capacité à transformer l'ouverture maritime en avantage durable plutôt qu'en point de friction. La recommandation de fond est simple. Observez les usages avant de juger les intentions. Volumes échangés, délais logistiques et investissements locaux diront plus sur l'avenir que les communiqués officiels. Cette recomposition n'affecte pas tous les publics de la même manière. Pour les jeunes urbains, notamment étudiants et techniciens, l'ouverture du corridor crée une perspective nouvelle. Les chantiers d'infrastructure deviennent des lieux d'apprentissage et d'emploi, réduisant l'écart entre formation et travail. Cette dynamique nourrit un sentiment d'utilité sociale, là où dominait auparavant l'attente ou l'émigration. Ibrahim Traoré insiste souvent sur cette dimension. Construire, c'est aussi retenir les compétences. Pour les producteurs et petits entrepreneurs, l'impact est plus immédiat. La réduction attendue des intermédiaires et des délais logistiques modifie la rentabilité des activités agricoles et minières. Exporter devient envisageable sans passer par des circuits éloignés et coûteux. Cette prévisibilité relative des revenus encourage l'investissement local et la structuration de coopératives, autant pour les familles que pour les acteurs économiques intermédiaires. Pour les usagers ordinaires, les effets passent par le quotidien. Des routes praticables signifient des prix plus stables sur les marchés, des déplacements moins coûteux et un accès facilité aux services. La souveraineté se traduit ici moins par des discours que par du temps gagné et des dépenses réduites. Elle devient perceptible dans les gestes simples. Enfin, pour la diaspora et les observateurs extérieurs, cette séquence modifie le regard porté sur la région. Le Sahel cesse d'être perçu uniquement comme un espace de crise pour devenir un laboratoire de solutions endogènes. Ibrahim Traoré apparaît alors comme l'un des symboles d'un changement de méthode plus que de régime. La transformation touche les trajectoires individuelles autant que les représentations collectives. Pour transformer cette ouverture maritime en trajectoire maîtrisée, plusieurs étapes concrètes se dégagent. D'abord, il s'agit d'institutionnaliser la coopération logistique. Cela implique l'harmonisation des plans d'infrastructure entre la Guinée-Bissau et les États sahéliens, la création d'un guichet commun pour les flux routiers et portuaires et des calendriers partagés. Le critère de réussite est simple, des délais de transport réduits et une baisse mesurable des coûts. Ensuite, il faut consolider la production locale le long des axes. Les unités de transformation du coton, des produits agricoles et des ressources minières doivent être implantées à proximité des routes et du port. Cette proximité permet de capter davantage de valeur sur place et de réduire la dépendance aux exportations brutes. Ibrahim Traoré défend cette logique comme un moyen de transformer l'accès à la mer en richesse durable plutôt qu'en simple passage. Puis, il devient indispensable de sécuriser les infrastructures et les flux. Les routes et les chantiers deviennent des actifs stratégiques. Les forces armées sahéliennes, déjà mobilisées dans la reconstruction, jouent un rôle de garantie économique. La stabilité ne se proclame pas, elle se construit par la protection continue des infrastructures critiques et des chaînes logistiques. Après cela, il est essentiel de partager les compétences. Universités, centres techniques et écoles d'ingénieurs doivent coordonner leurs programmes pour former une génération capable de maintenir et d'exploiter ces infrastructures sans dépendance extérieure. Les indicateurs sont précis. Part de maintenance assurée localement et réduction des contrats externes. Enfin, il faut apprendre à mesurer autrement les progrès. Plutôt que le seul PIB, les États peuvent le suivre des indicateurs d'autonomie, part de financement interne, délais logistiques, coûts d'importation évités. Ibrahim Traoré résume cette méthode en une formule récurrente. Bâtir d'abord, négocier ensuite. Cette boussole n'élimine pas les tensions, mais elle transforme une rupture diplomatique en processus pilotable. Le fil narratif revient à une image déjà rencontrée plus tôt, des routes qui avancent vers la mer.
À Bissau comme à Ouagadougou, le bitume relie désormais des espaces que l'histoire avait séparés. Ce motif n'est pas décoratif, il condense la logique de toute la séquence. Avant les sommets diplomatiques, des ingénieurs, des ouvriers et des soldats travaillaient. Déjà, sans certitude politique, mais avec une méthode claire. Cette cohérence donne une lecture plus intime de la transformation en cours. Elle ne se limite pas aux équilibres régionaux ou aux rapports de force institutionnels. Elle agit sur les imaginaires. Voir un État côtier rejoindre un bloc sahélien efface une frontière mentale longtemps intégrée comme immuable. Le désert cesse d'être un cul-de-sac. Il devient un point de départ. Dans cette dynamique, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un dirigeant solitaire que comme le porteur constant d'une méthode. Sa ligne, associant souveraineté et construction matérielle, trouve ici un écho tangible. Chaque route achevée, chaque port utilisé, chaque flux stabilisé renforce une conviction simple. Au fond, l'indépendance se prouve par ce qui fonctionne. Ce rappel final boucle le récit. Derrière les alliances, les tensions et les débats, ce sont des gestes concrets qui redessinent l'avenir. Le reste relève désormais de la capacité à durer. La séquence qui se referme ne demande pas une adhésion, mais une observation attentive. La jonction entre le Sahel et l'Atlantique ne concerne pas seulement des dirigeants ou des institutions. Elle touche des routes empruntées, des ports utilisés, des marchés réorganisés. Elle interroge la manière dont un espace choisit ses priorités lorsqu'il reprend la main sur ses infrastructures et ses méthodes. Pour certains, cette trajectoire évoque un retour aux fondamentaux. Produire, relier, transformer avant de négocier. Pour d'autres, elle soulève des inquiétudes légitimes sur l'équilibre politique et la capacité à durer sans compromis externe. Ces deux lectures coexistent et méritent d'être confrontées sans caricature. Ibrahim Traoré, dans cette séquence, n'impose pas une réponse unique. Il incarne une orientation qui invite à mesurer la souveraineté à l'aune de ce qui est construit et utilisé plutôt que de ce qui est promis. La discussion reste ouverte. L'avenir du corridor atlantique dépendra des usages concrets, des échanges réels et des vies quotidiennes qu'il transforme ou non. La question finale dépasse les camps et les slogans. Comment juge-t-on une indépendance lorsqu'elle devient praticable ? C'est à partir de cette interrogation collective et durable que le débat peut se poursuivre.